Hello, bonsoir à tous. Je me nomme Sibefo Herman, élève et ingénieur dans l'une des écoles polytechniques du Cameroun. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maths Pratique. Ici, nous parlons mathématiques, l'application des mathématiques dans les différents domaines pratiques tels que l'informatique, la physique et bien d'autres domaines encore. Dans cette vidéo, nous parlerons des statistiques descriptives et inférentielles. Concernant les statistiques descriptives, nous verrons comment représenter une trame de données et donner les éléments caractéristiques de chaque classe de données contenues dans notre trame de données. Des éléments tels que les paramètres de dispersion, donc la variance, l'écart type, la distance interquartile, le mode et la médiane. Et nous montrerons comment représenter son box plot. Oui. Box plot de notre trame d'une classe de données contenue dans notre trame de données. Et nous finirons cette première partie par la détermination des coefficients d'aplatissement et de symétrie. Concernant la statistique inférentielle, nous verrons comment représenter la fonction densité d'une distribution pour une interprétation plus graphique. Et nous verrons aussi comment déterminer l'intervalle de confiance. Nous verrons comment estimer un élément par l'intervalle de confiance. Sans plus tarder, commençons. Bon, de quelle bibliothèque avons-nous besoin? Nous avons besoin de... Nous allons taper import matplotlib.pyplot as plt. Ok, donc nous avons besoin de la bibliothèque pandas. Import pandas as pd. Donc nous allons publier notre nom numpy. On va dire import numpy as np. Ok, import scipy. On va dire scipy dot stat as, on va dire stat ok. Donc ici nous commençons par les trames de données, l'étude des trames de données. Alors c'est quoi une trame de données? Je vais expliquer par un exemple. Si dans une population par exemple, à chaque individu dont l'âge est compris dans la tranche 18-30 ans par exemple, on attribue un identifiant qui n'est pas forcément imprimé. Donc deux individus peuvent avoir un même identifiant. C'est juste un nombre qui permet à certaines personnes de ce groupe-là d'effectuer certaines tâches. Alors, pour l'étude de ces individus, on va commencer par recenser les individus dont l'âge est compris dans la tranche 18-30 ans et déterminer leur identifiant pour leur étude. Donc ici, nous aurons deux classes de données. Nous aurons la classe des identifiants et la classe des âges. Donc, commençons par définir notre trame de données. On va nommer ça df1. On va dire df1 égale pandas, donc pd dot data frame, donc on va dire data frame dit. Commençons par prendre d'abord notre identifiant pour nommer id égale, bon, on va dire, prenons ça de façon aléatoire, on va dire np dot random, on va dire dot random dot rand
prenons des identifiants entiers, donc de rang in, puis au hasard. Les identifiants, prenons compris entre 14 par exemple, 14 et 50, oui, 50. Et prenons quelque chose comme 6 identifiants. Ok. Ensuite, nous avons l'âge. On va nommer ça H. Pour notre deuxième classe, l'âge doit être compris. On va dire NP. Prenons aussi de façon aléatoire. On peut simplement prendre un tableau prédéfini ou un tableau qu'on possède. Mais ici, on peut prendre de façon aléatoire. Donc, on va prendre NP de random. Int. On va prendre la tranche d'âge 18, 30 comme on l'a dit tout à l'heure. Également 6 éléments. Ok. Ok. Maintenant affichons notre trame de données. On va citer DF1. Ok. 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 Comme vous le voyez, voici ce qu'on obtient lorsqu'on compile ces quelques lignes de code. Nous avons l'identifiant ici. Voici la classe des identifiants, donc pris au hasard. On va prendre 25, 39, 41, 41, 41, 44 par exemple. Et voici la classe des âges. Donc nous avons 27, 23, 29, 21, 21 et 18. Ok. Maintenant, déterminons les éléments de dispersion de l'une des classes, de l'une de nos deux classes de données. Donc ici nous allons choisir par exemple la classe H. Donc on va dire comment déterminer la moyenne. Donc on va dire non ça moyenne. Donc moyenne. Ok. Moyenne est égale à df1 dot nous travaillons avec la classe H dot min ok. Ok. Donc affichons notre moyenne, la moyenne des âges. Ok. Maintenant passons au mode. On va dire mode égale à df1 dot mode le temps ici mode sans e, ne pas de confusion. On va dire dot mode, non c'est df1 dot h dot mode. Ici nous n'avons plus besoin de la bibliothèque statistique parce que dans Pandas la fonction mode est déjà contenue dans la bibliothèque Pandas. Donc de quoi aurons-nous besoin par la suite? Affichons d'abord notre mode. On va dire print mode. Ok. Maintenant on détermine la variance. On va dire variance, non ça tout entier, variance est égale à df1 dot h dot var. Ok. Affichons maintenant notre variance. On va dire print variance. Ok.
Ok. Maintenant, affichons les cas types. Donc, on va dire écart type pour écart ECT, écart type. Donc, on va dire écart type est égal à df1, df1.h, std, oui, std pour standard deviation. Ok. Affichons maintenant notre écart type. Donc c'est ECT. Maintenant, passons à la médiane. On va dire médiane est égal à df1 h médian. Ok. Maintenant, on va afficher notre médian. C'est médian. Alright. Maintenant, regardons ce que ça produit avant de continuer. Avant d'afficher le résultat, attribuons d'abord les noms à nos différents éléments. Ok. Donc ici, on va nommer, on va dire D. À nouveau l'accolade. On va dire df1 égale, on refait et on met la virgule, ainsi de suite. Ici nous sommes avec la moyenne. On ouvre d'abord l'accolade, on va dire moyenne égale, on va refaire virgule. Pour le mode, on va dire mode égale, on referme, virgule, la variance, on va dire variance égale, virgule, pour l'écart type, on va dire ECT égale virgule. Et enfin, pour la médiane, on va dire médiane égale m virgule. Maintenant, regardons ce que ça produit. Ok, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre trame de données ici. Nous voyons très bien la moyenne donne 22,33332. Le mode c'est 26. Donc ici nous avons 20, 26, 18, 25, 26, 19. Donc 26 c'est ce qui se répète deux fois, donc plus grande fréquence. Ici nous avons la variance, oui, la variance, l'écart type et la médiane. Ok, maintenant passons à la représentation du box plot de notre classe âge. Ok, quelle est la syntaxe? Donc nous avons c'est df1, donc on va dire df1, puisque ça les êtres qu'on travaille, df1.boxplot on va dire boxplot, df1.boxplot. En colonne, nous allons prendre les âges. Donc, on va dire colonne égale. Nous allons prendre les âges. Donc, âge. Ok. Et type donné, on va dire return type
égale axis. On va dire axis. Ok. Ok. Regardons maintenant ce que ça produit. Ok, voici ce qu'on obtient. Donc voici le box plot de notre classe H. Donc ici en vert c'est la médiane. Et tout à l'heure nous avons bien vu la médiane était de 20. Ici on a le premier quartile, deuxième quartile qui est la médiane, troisième quartile qui est ici en haut. Ok. Ok. Passons maintenant à la représentation via détermination des coefficients d'asymétrie. Ok. Donc on va nommer ça coefficient d'asymétrie. On va nommer ça C A S. Oui. On va dire CAS égale à DF1. On va dire DF1 dot H dot H dot, comme c'est coefficient d'asymétrie, c'est dot share. On va dire 1 représente, on va dire print C coefficient d'asymétrie égale, on va dire CAS. Passons maintenant au coefficient d'aplatissement. Donc on va nommer ça CA tout court. On va dire coefficient d'aplatissement égale à DF1 dot H dot H dot curve. On va dire ok. On va dire print. On va dire coefficient d'abord, on va dire coefficient d'aplatissement égale CA. Regardons maintenant ce que ça produit comme résultat. Oh, ici nous avons plutôt compris dans Python console. Regardons plutôt au résultat comme ceci. Ici on mentionne une petite erreur, alors retenons très vite de regarder ça ici dedans. Donc on a coefficient d'asymétrie égale DF1. Ici c'est parce que chez nous nous avons plutôt un cas. Ok, maintenant relançons. Ok, voici ce qu'on obtient. Nous obtenons un coefficient d'asymétrie, moins 0,55,3 et autres, et un coefficient d'aplatissement de moins 1,14, 28 et autres. Donc, nous avons un coefficient d'asymétrie négatif, un coefficient d'aplatissement négatif. Le coefficient d'asymétrie négatif suggère que la courbe de notre distribution est plus à droite. Donc, par rapport à l'axe de la courbe de la loi normale, elle est plus à droite. Et nous avons un coefficient d'aplatissement négatif. Celui-ci suggère que la courbe de notre distribution est en fait plus plate, un peu plus plate que celle de la loi normale. Ok. Nous venons ainsi déterminer avec la statistique descriptive qui a pour rôle la collection et la présentation des données. Passons maintenant à la statistique inférentielle qui a pour rôle l'analyse des échantillons tirés d'une population qui permet de tirer des conclusions sur celle-ci. Alors, pour commencer, définissons d'abord notre population, la population dans laquelle nous allons extraire nos échantillons. Donc on va dire population est égale
numpy np dot random dot rand in, on va dire rand in, on va dire dot rand in. Ok, sans nous éloigner de notre exemple de départ, prenons notre tranche de population, de la population d'âge compris entre 18 et 30 ans. Bon, disons qu'on est d'une population par exemple 1000, oui, ce cas-ci, parce que même l'effectif de la population totale peut ne pas être connu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Définissons un petit tableau qu'on va nommer estimateur. Dans estimateur, on va nommer estimateur du tableau vide. Estimateur. Ok. Bon, ici nous avons estimateur. Avant de continuer, c'est d'abord quoi un estimateur? Un estimateur, c'est une fonction permettant d'évaluer certaines caractéristiques d'une population, ou dans le cas des probabilités, permettant d'évaluer des paramètres inconnus relatifs à une loi de probabilité. Bon, ici dans notre population, qu'est-ce que nous voulons estimer? Ici, nous allons estimer la moyenne des âges. Ok, donc c'est ça qu'on va essayer d'estimer dans ce petit exercice. Donc on va dire for x in range 200, nous allons extraire 200 échantillons de taille 100 chacun. Donc on va dire de notre population, on va dire for x, on va dire in range 200 échantillons. On va dire échantillon est égal à numpy np dot random dot choice. Donc on choisit, ce sont des échantillons qu'on pique, qu'on extrait de notre population définie précédemment. On va dire population. Les échantillons seront des tailles non 100. Oui. 100, ok. Maintenant, puisqu'on essaye d'estimer l'âge moyen, dans la moyenne des âges de notre population totale, nous devons définir les estimateurs. Donc ici, on ne doit pas utiliser les méthodes de détermination des estimateurs, telles que les méthodes de maximum de vraisemblance ou méthodes de moment, non. Ici, on suppose qu'on connaît déjà l'estimateur, les estimateurs. Oui, ici, on va prendre la moyenne empirique comme estimateur. Donc, ici, on va prendre l'estimateur. C'est un tableau, c'est estimateur. Oui. Dans ce tableau, nous allons ranger toutes les moyennes empiriques. Estimateur de Papin. Oui. Donc on va dire les moyennes empiriques, c'est les moyennes d'échantillon. On va dire notre échantillon, c'est, on va dire échantillon dot mean, sa moyenne. On va dire dot mean. Ok.
Et par la suite, affichons à présent la moyenne de notre échantillon, de notre population, car ça va nous servir d'élément de vérification de notre réponse plus tard, puisque nous allons construire l'intervalle de confiance. Oui, nous allons procéder à une estimation de la moyenne de la population, de cette moyenne que nous allons calculer maintenant par intervalle de confiance. On va dire moyenne population, on va nommer ça MP. On va dire MP est égal à, nous savons que c'est MP numpy dot min. On va dire min population. On va dire population de notre population précédemment définie. Affichons. On va dire print MP, la moyenne de notre population. Ok. Représentons maintenant la courbe de notre distribution pour une bonne visualisation. Donc on va aller dans pandas, donc pd.dataframe pd.dataframe qui va prendre en paramètre notre petit tableau d'estimateur, notre petit tableau d'estimateur, .plot qui lui prend en paramètre gain, on va dire gain, on va dire density. Ok, maintenant regardons un peu ce qu'on a. Avant de regarder ce qu'on a ici, mettons de telle sorte que ça affiche notre moyenne empirique comme ceci. On va dire moyenne empirique égale à ça. Ok, maintenant regardons ce qu'on a. Oh, ici on nous signale une petite erreur. Ah oui, le point virgule, la virgule. Donc moi, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, nous voyons très bien que nous avons affaire à une distribution asymétrique. Ok, mais ça coupe. Et nous avons comme moyenne empirique 23,507. Alright. Ok. Passons maintenant à la détermination de l'intervalle de confiance. Ici, nous allons prendre un cas. Nous allons nous placer dans le cas d'une distribution symétrique. On va supposer que notre distribution est symétrique. Donc notre intervalle de confiance doit être bilatéral symétrique. Ok. Donc quelle est la formule de l'intervalle de confiance dans ce cas? Nous avons la borne inférieure de l'intervalle de confiance, c'est égal à la moyenne empirique moins la marge d'erreur, et la borne supérieure de l'intervalle de confiance, c'est égal à la moyenne empirique plus la marge d'erreur. Ok. Dans ce cas, comment déterminer la marge d'erreur? Nous savons très bien que la marge d'erreur est égale à la valeur critique multipliée par l'écart type des estimateurs divisé par la racine carrée du nombre d'échantillons. Ok. Maintenant, déterminons donc, vu qu'on a déjà l'écart type, on peut déterminer l'écart type d'échantillon, nombre d'échantillons. Déterminons donc la valeur critique. On va nommer ça Z2. Z critique.
ok. On va dire z critique égale à stat dot typicf dot t. On va dire stat dot t dot ppf dot ppf. Prend en paramètre notre q. On va dire égal à, disons, 0,975. On va dire 0,975 975. Ok. Pourquoi 0,975? Ici, nous voulons construire un intervalle de confiance tel que l'élément dont on veut estimer puisse appartenir à notre intervalle de confiance avec une probabilité de 0,95 ou 95%. Ok, on va dire 95%. Maintenant, déterminons la marge d'erreur. On va nommer ça marge d'erreur. On va nommer ça ME. Ok, on va dire ME égale à Z critique. On va dire Z critique multiplié par, on va dire np.stat. Donc on va dire np dot, on va dire std par stat. Donc std parce que ici c'est négatif. Donc std de quoi? De nos estimateurs. On va dire estimateur. Ok, tout ceci divisé par tout ceci, celui-ci on va dire divisé par np de square, donc par la racine du nombre d'échantillons. On va dire np de rt à la moyenne de tout notre échantillon. On avait au total 200, pardon, donc on avait au total 200. Ok, affichons maintenant on va dire print nf. Ok, et maintenant affichons notre intervalle de confiance. Ok, donc la valeur inférieure de, ou la borne inférieure de notre intervalle de confiance, on va nommer ça BI. On va dire BI égale à numpy. On va dire mean et nos estimateurs de notre vecteur ou petit tableau d'estimateur moins, on va dire moins la marge d'erreur. Ok, donc on affiche d'abord, on va dire print borne inférieure pays. Ok, de même on affiche la borne supérieure, on va dire ps égale à numpy dot min numpy dot min
estimateur. On va dire estimateur. Ok. Cette fois-ci, c'est plus la marge d'erreur. Ok. Là, on affiche la bonne supérieure. On affiche la bonne supérieure. Ok. Ok. Et maintenant, regardons ce que ça produit comme résultat. Ok. Oh, on nous signale une erreur à la ligne 24. La ligne 14, pardon. Non, ça m'a 14. On a cette question. Ah, ok. Ici, c'est une pâté. Mais plutôt non. Non. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, voici ce qu'on obtient. Oui, ici on a notre marge d'erreur. Ici on a la bonne inférieure de notre intervalle de confiance. Ici on a la bonne supérieure de notre intervalle de confiance. Et voici notre intervalle de confiance. Ok. Ok. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager et de liker. Donc, bonne soirée à tous et à très bientôt sur Maths Pratique.